Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo importante, intéressante. Nous allons parler de contrats, nous allons parler de transferts, nous allons parler de changements. Je vais parler de la silly season, des transferts en MotoGP pour 2025. Alors, c'est quoi la silly season? Eh bien, normalement, ça se passe souvent en mi-saison quand on a une idée des performances des différentes motos sur la grille et une idée des performances des différents pilotes. C'est le moment où il y a le marché des transferts. Les écuries vont essayer de recruter des pilotes. Les pilotes vont essayer de rentrer dans des écuries, de se proposer. Voilà, c'est ça le marché des transferts. Et cette année, ça a commencé très très tôt. Dès le début de saison, c'est parti, on va parler de tout ça. Actuellement, nous sommes dans un moment d'histoire en MotoGP. Seulement 6 pilotes sur les 22 motos présentes, seulement 6 pilotes ont un guidon pour 2025. Ça va être n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi. Ça va être exceptionnel, on va regarder ça de très près. Alors, qui sont ces pilotes, ces fameux pilotes avec un contrat? Eh bien, nous avons Johann Zarco, nous avons Luca Marini, nous avons Brad Binder qui ont tous des contrats. Donc pour 2025, pas de souci pour eux. Bagnaia a re-signé un contrat avec Ducati au début de la saison. Fermín Aldeguer a signé un contrat en MotoGP à la fin de la saison. En tout cas, pour 2025, Aldeguer sera sur une Ducati en MotoGP. On ne sait pas encore dans quelle écurie, on ne sait pas quelle Ducati, mais l'année prochaine, il sera en MotoGP. Et la dernière grande nouvelle, c'est Fabio Quartararo qui a renouvelé son contrat chez Yamaha. Ça fait débat. Le contrat de Yamaha fait débat. Quartararo fait débat avec ce nouveau contrat car 12 millions d'euros par an. 12 millions d'euros par an pour Fabio Quartararo avec ce nouveau contrat chez Yamaha. Le problème, c'est qu'il se plaignait énormément de cette Yamaha et il a quand même re-signé. Donc, beaucoup de monde pense que c'est pour l'argent. Je fais un peu partie de ces gens-là, mais en même temps, on me propose 12 millions d'euros par an et à côté, Yamaha propose aussi un projet, un vrai projet de développement avec de nouvelles infrastructures, de nouvelles personnes, un développement très agressif pour rattraper le retard. Donc, c'est compréhensible que Quartararo choisisse ce chemin-là. Mais Aprilia, à côté, avait tout de même proposé un contrat à Quartararo à seulement 4 millions d'euros par an. 12 millions d'euros, dites-vous qu'il est largement mieux payé que tous les autres pilotes de la grille et même que le champion du monde actuel de MotoGP. Je pense qu'il lui met un petit x2 sur son salaire, donc c'est pas négligeable. Vous voyez maintenant sur votre écran les pilotes qui sont sous contrat, donc les 6 pilotes que j'ai dit, enfin les 5 pilotes actuellement, Fermín Aldeguer, je l'ai laissé sur la petite partie à côté. Et vous voyez surtout tous ces pilotes, cette masse de pilotes qui n'a pas de guidon techniquement pour l'année prochaine. Donc on va pouvoir faire un petit jeu de savoir qui va aller où. Je vais faire un premier classement qui me paraît probable, celui qui je pense va arriver et celui qui serait logique et rester jusqu'à la fin de la vidéo, jusqu'à la deuxième partie en tout cas, parce que ce sera là que ça va devenir vraiment intéressant avec un classement plus fantaisiste, un peu plus fou, mais je vais le faire dans la limite du possible, c'est-à-dire que tout ce que je vais dire peut se passer. Il n'y a pas de rupture de contrat, il n'y a pas de choses folles. En fait, ce sont que des choses basées sur des rumeurs et des choses potentielles. Donc, la deuxième partie va être assez folle, mais sur cette première partie, on va se concentrer sur ce qui est possible et ce qui risque d'arriver finalement pour 2025. Mais vous allez le voir, c'est quand même déjà assez fou, il y a beaucoup de mouvements. Vous l'avez vu, le tableau est formé d'une certaine manière. Tout en haut, nous avons les écuries et les motos les plus attractives. Et plus on descend, moins c'est attractif et moins les écuries auront du pouvoir d'aller chercher des top pilotes. Nous allons commencer par le bas pour ce premier pronostic, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment un pronostic, mais cette première analyse de potentiel transfert. Et on commence malheureusement avec les deux écuries Honda. J'ai le PC juste en dessous pour m'aider, donc je vais, voilà, j'ai fait des petites notations. Chez Honda, nous aurons, j'imagine, du changement. Chez LCR, Johann Zarco était sous contrat et pourquoi pas voir un Ai Ogura qui pourrait arriver en MotoGP cette année. Alors, c'est quoi le problème? Ai Ogura, Takaki, Nakagami. Nakagami, le problème, c'est que c'est un espèce de pilote payant pour ceux qui connaissent le terme de F1. Parce que Nakagami, en fait, Honda veulent absolument un pilote japonais en MotoGP.
Nakagami est japonais et c'est le seul qui actuellement était en capacité de rouler en MotoGP. Et Honda aussi est aidé par Nakagami qui rapporte énormément de sponsors. Donc forcément, ça aide, il rapporte de l'argent, ça aide beaucoup Honda, ça aide LCR. Donc Nakagami, techniquement, il n'a pas vraiment de personne pour le remplacer. Et en plus, il rapporte de l'argent, donc c'est que du bénéf. Mais c'est vrai qu'en tant que pilote, mis à part en 2020, ça ne donne pas grand-chose. Donc Nakagami, je le vois bien, pourquoi pas être enfin remplacé cette année, parce que ça fait déjà 2-3 ans maintenant que bon, il n'a plus vraiment sa place en MotoGP malheureusement. Donc c'est le premier transfert et du côté de Honda Repsol, je ne vois pas forcément de transfert. Juan Mir n'a pas encore re-signé son contrat, mais je ne vois pas où il pourrait aller techniquement. C'est un super pilote. Je le rappelle, Juan Mir est champion du monde 2020 en MotoGP. C'est un très très bon pilote, mais là, 2021, le manque de confiance, les chutes ont commencé à vraiment beaucoup venir. Et après son passage chez Honda, c'était de plus en plus catastrophique avec une moto exécrable. Donc c'est vrai que Juan Mir, il est en difficulté, mais pour moi, il va sans doute rester chez Honda pour continuer de développer ce projet intéressant mais difficile. Donc voilà, sur cette première ligne, il n'y a pas énormément de changements. Le seul qu'on puisse réellement espérer, je pense, c'est un petit changement. Ayogura, Nakagami, Ogura. C'est peut-être ce qui va se faire, je l'espère en tout cas. Nous passons à cette deuxième ligne et vous le voyez encore une fois, très peu de changements. Le seul changement, je pense qu'il est logique pour tout le monde et c'est sur ça que je vais m'arrêter juste après. Chez Yamaha, franchement, Quartararo, il a déjà re-signé. Et qui d'autre qu'Alex Rins peut seconder Fabio Quartararo? Je ne vois pas. Ça a l'air de plutôt bien se passer entre l'Espagnol et les Japonais. Donc, pourquoi pas garder Alex Rins? Et si la moto s'améliore, on sait qu'il sera capable de faire de belles choses et d'être un très bon second pilote pour Fabio Quartararo. Chez Trackhouse Racing, je pense que ça va rester comme ça, mais que les deux pilotes vont avoir un contrat d'1 an seulement parce que, on va pas se mentir, Oliveira, Fernandez en MotoGP, c'est sur la fin pour Oliveira, j'ai l'impression, je suis un énorme fan de Miguel Oliveira, je serais dégoûté que sa carrière s'arrête. Mais on va pas se mentir, 2022 chez 4e, il y a eu des bonnes choses, il y a eu de très belles choses, mais c'était difficile, gros manque de régularité. 2023, la régularité, on n'en parle pas parce que les blessures, les erreurs, la fiabilité, ça a été catastrophique. Et 2024, eh bien, ça commence très très mal. Donc Miguel Oliveira, c'est pas qu'il n'a plus sa place, mais il est sur un peu la sellette quand même. Donc un contrat d'1 an, en sachant qu'en plus Trackhouse est en train de se relancer. C'est pour ça qu'il faudrait garder des pilotes assez expérimentés pour pas faire n'importe quoi dès le début. Mais l'année prochaine, enfin dans 2026 en tout cas, ça ne m'étonnerait pas qu'ils essayent de faire passer un pilote américain comme Joe Roberts en MotoGP et ils essayent de créer quelque chose de nouveau avec des vraiment nouveaux pilotes parce que c'est une toute nouvelle écurie qui veut aussi créer sa propre histoire avec ses propres pilotes et sa propre vision de la MotoGP. Donc Oliveira, Fernandez, je pense qu'ils seront encore là l'année prochaine, mais ils seront sur la sellette. Ce sera une année charnière pour ces deux pilotes qui ne proposent vraiment pas grand-chose actuellement en MotoGP. Raúl Fernandez, depuis qu'il est arrivé, c'est terrible, mais il n'a absolument rien fait. Meilleur résultat, un top 6. Enfin, à un moment... c'est catastrophique pour Raúl Fernandez qui était l'une des étoiles montantes de ces sports. Malheureusement, ça ne va pas du tout dans cette catégorie. Et voilà, on passe à Gaz Tech 3 et on passe à Jack Miller. Augusto Fernandez, c'est exactement la même chose. Augusto Fernandez, avant de passer à Jack Miller, c'est la même chose que Fernandez, que Oliveira. Augusto Fernandez, il n'y a juste personne pour le remplacer actuellement. Dans la catégorie KTM, il y a personne. Vietti, bon, il n'est pas vraiment là. Nous avons Denis Onchou, il n'a pas le niveau. Peut-être que si David Alonso continue de monter comme ça et qu'il reste lié dans le groupe Pireur Mobilité, qu'il reste lié à KTM, ça ne m'étonnerait pas que dans 1, 2, 3 ans, on le voit passer en MotoGP. Donc David Alonso chez Tech 3 dans 3 ans, ça me paraît pas débile. Franchement, ça me paraît être une bonne chose. On continue avec Jack Miller. Jack Miller, passer chez Tech 3, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je pense pas que KTM ne lui propose pas de contrat par la suite. Je pense que KTM va lui dire, un peu comme certains autres pilotes, comme Danilo Petrucci, des pilotes comme ça expérimentés, on te veut dans notre groupe, mais ce sera chez Tech 3 parce que on est d'accord, face à Pedro Acosta, pour l'instant déjà, il ne rivalise pas du tout au bout de 3 courses, mais alors à la fin de la saison,
il va y avoir un écart monumental. Vu la progression énorme de Pedro Acosta, il va y avoir un écart énorme entre Jack Miller et Pedro Acosta. Donc forcément, Acosta montera dans l'écurie officielle et Jack Miller, il ne lui reste plus que cette place, mais ça ne me paraît pas une mauvaise chose pour Jack Miller. On voit la KTM continue de très bien fonctionner, ça peut toujours être un bon projet. Tech 3 n'a jamais été une mauvaise écurie, donc Jack Miller chez Tech 3, je pense que c'est ce qui va arriver aux côtés de Gusto Fernandez, qui sera aussi sûrement sur sa dernière année en MotoGP l'année prochaine, voire cette année, mais ça me paraît difficile de le remplacer dès cette année. Et pour le changement qui dit un transfert entre Acosta et Miller en ce milieu de saison, je suis contre personnellement. Et en plus, je vais vous expliquer pourquoi ça n'aurait pas vraiment de sens de faire ça actuellement. Oui, certes, passer Pedro Acosta dans l'écurie officielle, ça serait une bonne chose pour KTM qui verrait déjà les motos KTM gagner et pas la marque indépendante et Gaz gagner. Ça, ce serait un bon point pour KTM de ne pas se faire humilier par un rookie de 19 ans et en plus son écurie satellite. Et la deuxième chose qui serait potentiellement positive, ce serait que Acosta puisse développer déjà la moto en son sens, Acosta reçoive les dernières innovations de la part de KTM, les derniers changements, enfin bref, qu'il soit entouré des meilleurs. Mais il y a une chose que j'ai l'impression que tout le monde évite, c'est que Pedro Acosta n'arrête pas de dire dans toutes ses interviews que pour le moment, il ne se concentre pas sur le développement, il ne fait quasiment aucun réglage sur les circuits. Enfin bref, il se concentre sur son pilotage, sur sa manière d'aborder les week-ends, sur sa manière de piloter cette RC16 de 2024. Donc Pedro Acosta, pour le moment, il est vraiment concentré sur son talent, sur son pilotage, sur la moto et pas sur le développement, pas sur les réglages, pas sur quoi que ce soit. Ça, normalement, c'est Binder, c'est Jack Miller qui vont s'en occuper cette saison pour développer au mieux avec Pedrosa et toute l'équipe technique qu'il y a derrière de développement, pour développer au mieux cette RC16. Et l'année prochaine, Acosta viendra donner son expertise, viendra donner son ressenti plus précisément chez KTM. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait brusquer les choses alors qu'Acosta, pour le moment, se sent très bien. Il y a vraiment une bonne entente entre l'équipe et le pilote et ça fonctionne parfaitement bien. Donc, mis à part le fait que KTM se fait humilier par son écurie satellite actuellement, je ne vois pas pourquoi il faudrait pousser Pedro Acosta absolument dans l'écurie numéro 1. Enfin bref, ça c'est mon avis et je n'ai pas l'impression qu'en plus Acosta fasse le forcing cette année pour passer dans l'écurie KTM. Donc, autant suivre tout le monde et en plus ça mettrait vraiment un coup dur à Jack Miller, mais autant suivre la volonté de tous et notamment du principal intéressé et le laisser chez Tech 3 pour une année. Il est déjà assez exceptionnel. Je ne pense pas qu'on ait besoin de lui demander beaucoup plus. Donc voilà, Pedro Acosta chez GasGas, ça me paraît être la bonne chose actuellement. Allez, on continue sur cette troisième ligne. Vous le voyez, les écuries attractives commencent à arriver avec notamment Aprilia. Nous avons la VR46 et Ducati Gresini. Chez Aprilia, ça ne bougera pas parce que bon, Maverick Viñales est en bonne forme. Aleix Espargaro, s'il continue de performer, parce que pour l'instant, le début de saison n'est pas catastrophique, mais je le vois bien qu'on remettre une année de contrat supplémentaire avant de prendre sa retraite, 1 ou 2 ans, vous voyez. Et si en plus la Aprilia se développe et de mieux en mieux, bah, ça pourrait aider Espargaro à aller dans cette direction. Donc, je pense que ça va rester comme ça chez Aprilia. En tout cas, c'est ce qui a l'air de se passer actuellement. Après, nous avons la VR46. Je ne vois pas pourquoi ça bougerait. Et Bezzecchi, pour certains, passerait chez Ducati Pramac. Mais vous allez le voir, c'est assez bouché devant. Je vais vous expliquer pourquoi Bezzecchi, pourquoi Di Giannantonio ne peuvent pas réellement bouger, en tout cas avec leurs résultats actuels. Donc la VR46 ne bouge pas. Et chez Gresini, Alex Marquez reste dans l'écurie. Fermin Aldeguer, qui est sûr et certain de passer en MotoGP chez Ducati, arriverait chez Gresini pour moi. Et donc, Marc Marquez, pour la deuxième année consécutive, changerait d'écurie. Et vous allez le voir, ça va être intéressant. Dernière ligne de ce premier tableau. Vous le voyez, il n'y a pas eu d'énormes changements. Mais là, alors là, ça commence à bouger. Ça fait mal au crâne pour certains. Chez KTM, forcément, Brad Binder, qui était déjà sous contrat. Et Pedro Acosta, l'étoile montante du MotoGP, pour gagner un championnat du monde avec l'écurie officielle, avec KTM. Donc ça me paraît inévitable. Et ça me paraît être la meilleure chose à faire pour KTM et pour Acosta. Donc voilà, il y a déjà des rumeurs comme quoi, enfin il y a déjà en tout cas des échos comme quoi une proposition a été faite à Pedro Acosta. Moi, si j'étais Pedro, je dirais juste augmenter un peu le salaire. Voilà. Moi, je peux aller partout parce que je suis Pedro Acosta, parce que je suis exceptionnel. Donc, augmenter un peu le salaire, quoi. Mettez
4,3, 4,5 millions. Voilà, si vous voulez me garder, il va falloir mettre au minimum ça. Et Pedro Acosta peut se régaler parce que là, il a vraiment un pouvoir actuellement sur toute la grille. Qui ne veut pas Pedro Acosta dans son équipe? C'est l'avenir, c'est le futur, c'est le présent, c'est à peu près tout. 19 ans, il lui reste au moins 10 ans devant lui, 10 titres de champion du monde potentiel. Donc voilà, qui ne veut pas Pedro Acosta? Pedro Acosta, Brad Binder, chez KTM officiel, je signe, c'est acté. Chez Ducati, Prima, Pramac, c'est là où il y a énormément de mouvements. Toute l'équipe change. Bastianini, Marc Marquez, Morbidelli se fait bouger finalement par Fermin Aldeguer. Bastianini, Marquez, oui, voilà, je vous le dis, ça sera probablement ça. Je pense que ça va être ça parce que Martin dans l'écurie officielle, parce que Martin chez Ducati, parce que Martin est actuellement le pilote le plus rapide du monde. Donc Martin a un vrai pouvoir de négociation sur Ducati. Ducati ne veut pas perdre le pilote le plus rapide du monde et Jorge Martin veut une moto officielle, une moto d'usine. C'est ce qu'il a dit à tout le monde. C'est pour ça qu'il a été approché par Yamaha, c'est pour ça qu'il a été approché par Aprilia. Et Ducati, je ne pense pas qu'ils veulent laisser le pilote le plus rapide à une autre écurie parce que ça ferait forcément un concurrent énorme. Si, admettons, Martin passe chez Aprilia, ça va être très difficile de le battre. Mais voilà, donc Martin chez Ducati officiel aux côtés de Francesco Bagnaia. Alors, pour moi, c'est vraiment pas la bonne solution, mais je pense que c'est ce qui va arriver. Donc, Bastianini va probablement avoir un contrat chez Pramac. En tout cas, il a le niveau très clairement. Je vois pas pourquoi Ducati ne le conserverait pas. Et Marc Marquez prendra lui aussi une GP25 l'année prochaine chez Prima Pramac. Et pour moi, c'est vraiment la meilleure équipe. Enfin, les deux meilleures équipes, ça va être imbattable. Voilà pour mon tableau de transfert 2025 probable qui risque d'arriver selon moi. Enfin, quand je regarde un peu, quand j'analyse un petit peu les transferts, les rumeurs, tout ça, enfin les performances actuelles, je pense que c'est ce qui va arriver en 2025, ce tableau de transfert. Dites-moi ce que vous pensez de ce premier tableau. On passe au second qui est complètement plus délirant et beaucoup plus amusant. C'est parti, nous passons au deuxième tableau complètement fou. Alors, je le rappelle, ce n'est que une estimation, une probabilité que ça arrive. Je pense que tout ce que je dis est réalisable, donc ça pourrait techniquement arriver à la fin de cette saison, au courant de cette saison, parce qu'il n'y a pas les contrats qui vont être rompus. En fait, c'est que des choses qui potentiellement, enfin, c'est pas, je mets pas Brad Binder d'un coup chez Yamaha, Bagnaia qui vient de signer son contrat chez Aprilia. Je ne fais pas de changements comme ça. C'est que des changements plausibles. Donc, on commence et bon, là, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Chez LCR, Ogura, Zarco, pour moi, c'est la bonne chose, ça va être la meilleure chose. Ah oui, il y a aussi un petit peu mon opinion, il y a un petit peu ce que je pense et une partie de réflexion qui pourrait être faite en tout cas dans le paddock. Donc il y a ma réflexion, il y a une réflexion que je prends potentielle. Enfin, vous voyez, c'est un mélange, mais c'est réalisable, c'est ça qui compte et c'est assez fou. Voilà, on est là pour faire un peu de fantaisie, un peu de rigolade aussi. Donc dites-moi si vous avez une grille complètement folle pour l'année prochaine qui est possible, je lirai tout ça dans les commentaires. En tout cas, chez Honda, ça ne bouge pas, mis à part Nakagami qui est remplacé par Oliveira, ça me paraît être le meilleur des scénarios comme je l'ai expliqué tout à l'heure. De toute façon, pas grand monde veut rouler sur la Honda et Juan Mir n'a pas vraiment d'autres solutions et c'est une opportunité pour Ogura. On passe à la deuxième ligne et regardez cette deuxième ligne, mesdames et messieurs, calmez-vous, calmez-vous, pop, 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 monsieur, rasseyez-vous s'il vous plaît. Rasseyez-vous, gaz, gaz. Oui, 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 vous avez bien lu, gaz, gaz, Tech 3. Madame, rasseyez-vous, oui, on sait. On sait que c'est assez fou. Il y a énormément de changements, en tout cas pour cette écurie. Tout d'abord, chez Yamaha, encore une fois, selon moi, et je pense que Yamaha va penser la même chose, va réfléchir à ça, mais je ne vois pas pourquoi remplacer l'écurie qui a l'air de bien fonctionner. C'est un nouveau projet. Rins est un très bon numéro 2. On l'a vu avec Juan Mir, par exemple. Fabio Quartararo a son nouveau contrat et est le fer de lance de Yamaha. Côté Trackhouse, c'est là où ça commence à bouger et je fais bouger les choses dès cette année. Contrairement au tableau de transfert précédent, ça bouge. Raúl Fernandez, au revoir. Voilà, au revoir, tu n'as pas prouvé. Si Sergio Garcia, je dis bien si Sergio Garcia, leader actuel du championnat du monde Moto2,
fait une saison exceptionnelle. Je ne vois pas pourquoi Aprilia ne devrait pas se jeter sur un jeune pilote parce qu'actuellement, si on regarde leur jeune pilote, c'est Raúl Fernandez. Ça fait 3 ans qu'il est en MotoGP, ça fait 3 ans qu'il n'a rien fait. Donc, il est temps d'avoir un nouveau jeune pilote, de mettre dans cette écurie satellite des jeunes pilotes, de leur faire apprendre la MotoGP et de les passer ensuite dans l'écurie numéro 1 qui devient vieillissante, même s'il y a du changement dans ce tableau. Mais voilà, ça peut être une très bonne idée. Sergio Garcia ou Joe Roberts, si l'un des deux fait une saison énormissime. Mais en tout cas, ça commence déjà très bien avec Sergio Garcia. Donc voilà, il est là. Et à côté, Miguel Oliveira pour l'expérience, pour continuer d'apporter un peu cette sérénité qu'il n'apporte pas vraiment en ce début de saison. Mais voilà, Miguel Oliveira est là chez Tech 3. Jack Miller, forcément, parce que c'est une bonne idée pour KTM. C'est une bonne idée pour Jack Miller qui va garder une bonne moto, même si il descend un peu dans le statut des pilotes. Mais ça, on s'en moque, il est en MotoGP avec l'une des meilleures motos. Et Enea Bastianini, vous allez le voir, c'est un peu le dindon de la farce dans cette histoire, mais il se retrouve tout de même sur une bonne moto, dans une bonne écurie. Mais c'est vrai que c'est un petit glow down quand même. On passe de Ducati officiel à GasGas Tech 3. C'est assez difficile, mais il y a une raison à tout ça et on continue le transfert. Je reviens sur Bastianini juste après. Troisième ligne de ces transferts et là, bon là c'est n'importe quoi. Là on commence vraiment à aller dans tous les sens. Déjà que sur le premier tableau on avait Marquez, on avait Bastianini, on avait Martin, ça bougeait, on avait Pedro Acosta. En fait c'était la première ligne qui bougeait pour les top pilotes et en bas ça bougeait pas énormément. Mais là ça bouge de partout. Chez Gresini, nous avons Alex Marquez, Franco Morbidelli. Alors, Franco Morbidelli, je suis pas du tout sûr de ça, mais c'est juste que j'étais un peu bloqué, j'avais plus personne. Et en fait, c'est parce que Di Gianantonio n'est plus chez la VR46, vu qu'il se fait remplacer, mais pour moi, il n'allait pas revenir chez Gresini. Donc voilà, on passait Morbidelli qui va sans doute faire une bonne saison. On le met chez Gresini avec un Alex Marquez qui, je ne pense pas, va bouger de chez Gresini. C'était une très bonne idée d'avoir Alex Marquez. C'était un assez bon pilote dans cette écurie. Enfin bref, je trouve que c'est très bien fait. C'est un duo qui fonctionne, qui va fonctionner et qui ne peut que s'améliorer. Donc Alex Marquez, Gresini, c'est bon. Je mets Morbidelli par défaut parce que je ne sais plus trop où le placer en fait finalement. Et je n'avais pas trop d'autres personnes à mettre à sa place. Chez la VR46, Marco Bezzecchi toujours qui ne peut pas bouger parce qu'il n'a pas d'assez bons résultats. Et nous avons aussi Fermín Aldeguer qui devait signer chez la VR46. Ça a été fait, Di Gianantonio a pris sa place un petit peu. Enfin voilà, ça devait déjà se faire l'année dernière. Ça ne s'est pas fait et je pense que du coup, c'est une possibilité qu'ils viennent à la VR46 en sachant que c'était déjà prévu. On continue le changement énorme et là, on passe chez Aprilia. Jorge Martin remplace Aleix Espargaro qui prend sa retraite. Donc plus d'Aleix Espargaro, il ne sera pas dans les top teams juste au-dessus. Jorge Martin qui n'aura potentiellement pas cette place chez Ducati officiel, pas ce guidon officiel, qui prend donc le meilleur guidon disponible sur la grille chez les équipes usines. Il ne va pas aller chez Honda, je ne pense pas qu'il aille chez Yamaha. Je pense que la meilleure solution pour lui, c'est d'aller chez Aprilia. En plus, ils sont capables de proposer 4 millions d'euros, donc c'est vraiment déjà pas mal. Mais en tout cas, Jorge Martin chez Aprilia, ça peut être fou, non? C'est le meilleur pilote du monde actuellement, chez Aprilia, aux côtés de Maverick Viñales, un des pilotes les plus rapides avec cette moto. Enfin, c'est un scénario vraiment possible pour le coup et qui m'intéresse énormément. Et là, je vous dévoile la dernière ligne de ce tableau qui va tout vous expliquer. Dernière ligne de ce tableau, chez KTM, ça ne bouge pas. Acosta, Binder, c'est pour moi logique. Et là, Prima, Pramac et non plus Ducati Prima Pramac mais Yamaha. Effectivement, vous le savez, les écuries, elles aussi ont des contrats avec les constructeurs, les écuries satellites. Donc la VR46, Prima Pramac, elles sont sous contrat jusqu'à fin 2024 avec Ducati. Il faut renouveler tout ça et s'ils ne sont pas satisfaits de ce qui est fait et tout ça, eh bien ils peuvent aussi changer de constructeur. Et Yamaha est à la recherche d'une écurie numéro 2, d'une écurie satellite. Et c'est possible que Prima Pramac ou la VR46 aille chez Yamaha. Techniquement, c'est possible. Ça me paraît difficile, très difficile, mais techniquement, c'est possible. Et je vous l'ai dit, tout est techniquement possible dans ce tableau. Et donc là, nous aurions un changement de constructeur pour Prima Pramac qui passerait chez Yamaha. Et c'est pour ça que ça bouge absolument tout et qu'on a un Enea Bastianini qui se retrouve
à la rue, j'ai envie de vous dire. Je ne pense pas qu'il passe chez Yamaha. Donc pour moi, la meilleure des solutions pour Bastianini, c'était de passer chez Tech 3 parce que Aprilia, ils sont complets et la meilleure moto, c'est la KTM avant la Trackhouse qui est une écurie en développement et avec une Aprilia qui on n'est pas trop sûr si elle fonctionne ou pas finalement avec tous les pilotes. La KTM a l'air de vraiment bien fonctionner, a l'air d'être la deuxième force de ce plateau. Donc pourquoi pas mettre Bastianini chez KTM Tech 3 et c'est pour ça qu'on aurait une écurie fantastique chez Tech 3, capable de jouer des victoires, enfin bref, elle serait complètement folle. Et donc chez Yamaha Satellite, chez Yamaha Prima Pramac, nous aurions Tony Arbolino. Bon, ça me demandez pas, mais c'est possible techniquement, avec un Fabio Quartararo qui est très pote avec lui, voilà, il fait un peu le forcing, Arbolino qui se réveille, qui fait une bonne saison. Il nous faut bien forcément un pilote, parce que bon, ce n'est pas Morbidelli qui va se retrouver une nouvelle fois chez Yamaha, et en plus cette fois-ci dans l'écurie Satellite, enfin, ça serait un retour aux sources techniquement, oui, mais bon, vu comment l'aventure a fini, je ne pense pas que ça l'intéresse, et en plus, s'il a techniquement une proposition chez Ducati, ça n'a aucun sens, et donc il sera accompagné de Fabio Di Giannantonio, car oui, forcément, il y a 2 Ducati en moins, 2 top motos en moins, et donc, il y en a un qui a le choix avec un peu plus de choix quand même, c'est Bastianini qui est un peu meilleur et qui pourrait aller chez GasGas, et Di Giannantonio qui se retrouverait à aller dans l'écurie Satellite Yamaha. Voilà, moi je vois ça comme ça, et chez Ducati officiel, Bagnaia accompagné de Marc Marquez. C'est possible, il y a des rumeurs qui disent Marc Marquez chez Ducati officiel, donc voilà, je pense que ça peut être ça. Voilà pour mon deuxième tableau totalement fou. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai essayé de vous expliquer, d'argumenter un peu tous les choix, que ce soit dans le tableau probable ou dans le tableau un peu plus fantaisiste. Donc voilà, dites-moi en commentaire celui que vous pensez qui va se réaliser. Dites-moi votre tableau des transferts aussi, ça m'intéresse. Voir si par exemple je me suis complètement gouré par rapport à ce que tout le monde pense. Mais voilà, merci d'avoir regardé. C'était Théo. Ciao, ciao.